Max Ophüls savait exactement ce qu'il voulait, mais comme il avait le respect de la personnalité de l'acteur, il ne nous demandait jamais des choses impossibles à faire. Il nous demandait d'être nous-mêmes, mais en accord, en harmonie avec lui-même également. Si vous voulez, c'était une forme beaucoup plus d'autorité, d'harmonie, la recherche de l'harmonie. Il ne m'a jamais rien imposé. D'ailleurs, dans une scène de Maupassant, nous nous sommes un petit peu heurtés. Et il a accepté. C'était très étonnant. La scène était la suivante. Je faisais un rôle de peintre qui avait le sujet, le modèle. Dans la nouvelle de Maupassant, c'était un modèle. Je décidais de ne pas épouser le modèle et d'aller me cacher chez un camarade qui était joué par Jean Servet. Et Max avait conçu un décor. L'appartement était situé au 3e étage d'un immeuble. Il y avait par conséquent dans la pièce où je travaillais avec du burin. Comme ça, je tapais avec travailler le bois. Jean était en train de travailler. Il se croyait libéré. Et Simone Simon arrivait. Et il y avait des fenêtres là. Et elle me disait, si tu ne m'épouses pas, je me jette par la fenêtre. Quand tu as tort de me défier, Jean, je me jetterai par la fenêtre. Et normalement, je ne répondais rien, je continuais indifférent à frapper comme ça. Et à ce moment-là, voyant que je ne lui répondais pas, la folie s'emparait de la tête de Simone et elle décidait de monter l'escalier. Pourquoi pas la fenêtre, mais ça c'était la maladie de travelling que Max avait. Elle montait l'escalier et la caméra la suivait. On voyait l'ombre sur l'escalier, magnifique plan, 3 jours de répétition. L'ombre de Simone Simon qui coulait sur les marches montait. Ensuite, une doublure avec les mêmes manches qui ouvrait la fenêtre, ce qui est complètement trahir Maupassant, étant donné que Maupassant, c'est moi qui ouvrais la fenêtre en lui disant la voie est libre. Il n'y avait pas ça. Et moi, ça me gênait un peu. Alors la caméra avançait, on voyait les toits de l'immeuble d'en face, toujours 3e étage, et ça, c'était extraordinaire. Il avait pris une petite caméra, un peu plus grosse que celle-ci, enveloppée de coton, de caoutchouc, avec des fils, et il lâchait la caméra tombait, et elle tombait sur une verrière, une véranda, et elle cassait la toiture. Et moi, je réfléchis un peu, je dis, je ne sais pas, mais je ne pense pas que tu aies raison. Excuse-moi, mais j'ai l'impression que je ne suis pas tout à fait d'accord. Par exemple, étant donné qu'il y a des fenêtres, pourquoi ne se jette-t-elle pas par une fenêtre à côté? Et puis, il faut que je la provoque par une parole. Alors, je te propose ça. Je réponds à Simone Simon, j'arrête de taper, je dis, la fenêtre, c'est là-haut. C'est là-haut. C'est là-haut. Là-haut. Avec une sorte de provocation. Et comme ça, le mouvement était complètement motivé. Et le plan, nous avons répété 3 jours. Le caméraman qui s'appelait Walter Wotitz, qui est devenu grand chef après, Walter Wotitz, on tournait autour de Boulogne, il y avait une grue, évidemment. Et on lui avait mis un casque des bâtiments, vous savez qu'on porte maintenant dans tous les chantiers du monde. Et il avait mis un masque, quelquefois il avait heurté le plafond du studio. Et le plan a été préparé minutieusement pendant 3 jours. Il a tourné 3 prises et ça, c'est la seule fois, parmi tous les films que j'ai faits, j'ai tourné avec les plus grands, la seule fois de ma vie où, quand le metteur en dit « Merci messieurs », coupé, j'ai entendu sur les passerelles, les électriciens, les machinistes en bas, tous les ouvriers à l'unisson applaudir le metteur en scène. Ça, c'est inoubliable. Max Ophüls était un homme à femme, vous savez, c'était un séducteur. C'était le charme même. Hein. Ses films avaient du charme.
mais il dégageait lui-même du charme. Jamais il ne serait venu, contrairement à ce qu'on fait maintenant, où les metteurs en scène sont avec des baskets et avec des blue jeans, par question. Il changeait de costume tous les jours, il avait son chapeau, sa cravate, il était comme un spectateur au théâtre. Il gardait même son chapeau parce qu'il était chauve. Et quelquefois, il avait son chapeau cabossé un peu à l'arrière de la tête, très élégant, plein de gens. Il était totalement séducteur. Et quand il voulait convaincre une actrice, il se servait de sa séduction personnelle. Et il obtenait tout. Elles étaient toutes folles de lui. Elles étaient toutes folles de lui. Moi, j'ai assisté à ça. Regardant ça, c'était déjà un spectacle. La façon dont il parlait, la façon dont il a dirigé toutes les femmes dans la maison Tellier et toutes les actrices qui ont travaillé avec lui m'ont dit quel bonheur de travailler avec un homme qui aime autant les actrices et autant les femmes. Et il savait merveilleusement utiliser les femmes. J'étais vraiment très... Je l'ai rencontré ça ailleurs, mais avec autant de séduction perverse et utile, parce qu'il y a quelquefois de la séduction inutile. Lui, c'était une séduction utile pour le film. Mais je crois que c'était chez lui une attitude, c'était même pas une attitude, c'était totalement naturel. J'ai travaillé beaucoup avec Jacques Becker, mais on pouvait penser que Jacques Becker, c'était normal, il avait été son assistant, était très influencé par Jean Renoir. Tous les autres metteurs en scène pouvaient être comparés à un autre metteur en scène. Ophuls était le seul dans ces catégories. Il ne rappelait pas un autre metteur en scène, et depuis, on a essayé de l'imiter, mais on n'a jamais réussi à trouver des travelling aussi élégants. Il avait un style tout à fait personnel. Peut-être pourrait-on dire qu'il avait un certain goût du passé, de ce qui était désuet, c'est-à-dire de plus apte à faire rêver que le quotidien, parce que le quotidien est tout sauf plein de rêves. Le rêve est interdit. La télévision, vous ne rêvez pas, vous n'avez que de la violence, vous n'avez rien de romantique. C'était à la fois un romantique et un baroque. Et il y avait derrière son élégance, je ne vous parle pas de son élégance vestimentaire, je vous parle de son élégance d'esprit, une grande culture et une forme d'humour joyeuse. Je ne sais pas si c'est son séjour à Vienne ou si c'était son simple caractère. Moi, je pense que le fait, alors qu'il ne m'en a jamais parlé, je pense qu'il y avait dans son côté juif quelque chose qui devait le servir. Vous savez que les juifs ont toujours utilisé l'humour pour lutter contre le désespoir. Lui, il utilisait l'humour à la façon de tous les juifs pour lutter contre de mauvais souvenirs. Et il cultivait l'humour. Et de temps en temps, il avait sur le plateau des éclats de rire enfantins extraordinaires. Et je veux dire que les meilleures histoires juives m'ont été contées par lui. Alors, il était tellement bavard. Quand le travail était terminé, on passait des heures à parler, à se raconter des histoires. Et je veux dire qu'il avait, et moi j'adore ça, un sens extraordinaire de ce qui n'est pas considéré comme un art, qui pour moi est un art, c'est l'art de la conversation. J'ai retrouvé ça chez Cocteau, et surtout dans tous les metteurs en scène, surtout hommes d'image, mais dans la conversation, c'était extraordinaire. Et des histoires merveilleuses arrivaient à Hollywood, surtout sur James Mason, avec lequel il était très lié. Et je me souviens, un jour, nous sommes rentrés, le film était fini, et nous avons quitté la Normandie. Nous avions tout le temps. On est rentré dans la voiture décapotable, à l'époque ça existait, c'est Max qui conduisait, à 50 à l'heure, maximum. Et j'étais à côté de lui, derrière il y avait Jean Servet, qui était l'acteur qui lui aussi avait un sens formidable. Et c'était merveilleusement interminable. Et on s'arrêtait de temps en temps dans un café au bord de la route pour boire un petit calvados. Et la promenade, parce que c'était une espèce de déambulation très lente, plein d'anecdotes, etc. Et nous sommes arrivés dans Paris. Et puis il était dans la lune, il est entré, il a pris une petite rue. Et cette rue était une impasse, elle était bouclée au bout. Et là, nous sommes restés 1 heure dans la voiture à continuer à parler, à parler, à parler. D'ailleurs, c'était très curieux qu'il réussisse à raconter tellement d'histoires tout en restant assis dans sa voiture, parce que d'habitude, en tous les cas, lorsqu'il racontait des scénarios,
Ça, je m'en souviens, mais parfaitement, comme si c'était hier. Que ce soit quand il m'a raconté, m'a expliqué mon personnage, avec des détails très raffinés, de la ronde ou de Maupassant. C'était la première fois dans son appartement de Paris et après dans sa maison de campagne, meublée d'ailleurs avec des meubles normands qu'il avait pris en Normandie. Où il y avait une table énorme. Et il avait pris l'habitude de marcher. Et alors j'étais moi assis et il marchait comme ça. Marchait, marchait, marchait. Il racontait ça, là, il marchait, ça, il faisait des choses comme ça, il expliquait. Et c'était pendant des heures une espèce de va-et-vient comme ça. Ce qui pourrait peut-être expliquer le goût de la promenade qu'il a donné au travelling pour sa caméra. Il avait le sens de la promenade avec sa caméra et lui.